messieurs, bonjour. Merci d'être des nôtres ce beau matin. J'espère que le réveil a été de votre côté. Nous sommes là, comme d'habitude, pour vous accompagner pendant 90 minutes dans la bonne humeur avec des sujets encore plus intéressants. Jennifer Sativi, bonjour. Bonjour, heureuse d'Anodé. J'espère que vous êtes bien réveillés et que vous avez la forme ce matin. Ça va bien. Bonjour également à nos chers téléspectateurs. Merci d'être toujours au rendez-vous. Et comme d'habitude, nous vous proposons des thématiques très intéressantes. Nous parlons aujourd'hui d'entrepreneuriat heureuse. Eh oui, d'entrepreneuriat. Mais entrepreneuriat, quel aspect de la chose? Les crises de confiance. Pour certains, en tout cas pour beaucoup, la confiance, c'est la règle, c'est le moteur de l'entreprise. Mais comment est-ce que les crises surviennent? Jennifer Sativi. Oui, parce qu'il y a beaucoup de cas à tous les niveaux. Il se pose un problème de confiance. Et puis, est-ce que cela peut constituer un frein? Est-ce que cela fait couler l'entreprise? Est-ce que cela permet vraiment de développer? Ce qui est sûr, heureuse, nous avons nos invités qui tout à l'heure vont nous en dire un peu plus. Des spécialistes en la matière, on a des entrepreneurs, des économistes, on a toute l'équipe qu'il faut pour vous informer. Si vous êtes dans le cas, mesdames et messieurs, restez câblés. Dans quelques minutes, on va aborder la thématique. Mais avant, voici les merveilles du Bénin. Et voilà, nous ne remercierons jamais assez Asio Gaba, notre collègue, pour nous avoir apporté ces belles images. Toutes ces belles images qui nous permettent de découvrir un peu la ferme de Tatatou et les différentes espèces qui y sont élevées. Et je crois qu'aujourd'hui, on a plus mis l'accent sur les chevaux berbères. Les chevaux berbères, absolument. On vous invite à y faire. C'est vrai que là, c'est un parc, je dirais, privé qu'il a eu à visiter dans la commune de Matéré. Mais on vous invite, mesdames et messieurs, à faire le déplacement dans nos parcs. Nous en avons plusieurs, au moins 2 au Bénin. Faites la visite et donnez à manger à vos yeux, comme on le dit. Absolument. Alors, mesdames et messieurs, on l'a dit tantôt et on le dit toujours à l'entame de cette émission. On est là pour de la bonne humeur, pour vous procurer de la bonne humeur. Et oui, c'est l'instant humour. Alors, Jennifer Sativi, on va rire aujourd'hui. On va rire, on retrouve quelqu'un qu'on a vu il y a un moment quand même. On va lui demander pourquoi il a disparu. Encore qu'il a pris quelques kilogrammes de plus. En tout cas, Bonjour Corélias. Oui, bonjour. Où étiez-vous passé? J'étais en pleine visite. Je suis en train de visiter le Bénin, les coins et les recoins du Bénin. Ah bon, donc vous avez vu aussi les chevaux berbères? Bon, je voulais voir les chevaux berbères quand j'ai vu les chevaux Bernard. Enfin, donc, ou bien les chevaux Bernard aussi. Bon, bien sûr. En tout cas, il faut le dire, il a disparu parce qu'à un moment donné, il a dû se mettre la corde au cou. N'allons pas arriver jusque là. Il s'est marié. Eh bien, voilà, toutes nos félicitations à vous. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous La visite a été fructueuse, j'espère. C'est sûr. Bien sûr, elle a été fructueuse. On a parcouru les recoins du Bénin. On a choisi l'une des plus belles filles du Bénin. Comme vous, d'ailleurs. On a dit oui. Ça, devant Dieu, devant les hommes. C'est une bonne chose. Bien sûr. Devant Dieu, devant les hommes et devant les invisibles aussi. Ceux qu'on ne voit pas. Bien sûr. Vous savez, le mariage est assez intéressant, très intéressant. La partie du mariage que moi j'aime beaucoup, qui est plus passionnant, c'est l'avant-mariage. Parce que quand tu es dans le projet de te marier, tu dis, tu dessines. Moi, j'arrive même à dessiner la femme que je veux. Je la dessinais, elle avait... les arrières étaient un peu surmontés. Et la joue était un peu plus dense. Mais quand j'ai vu la fille qui devrait vraiment se marier, qui s'est mariée avec moi, j'ai dit, il avait une contradiction terrible entre tout ce que je projetais et ce que j'avais devant moi. Mais j'ai dit, Seigneur, puisque c'est toi... Comment ça peut s'expliquer? Bon, je ne sais pas. Toutes les filles ont toujours dit, je veux un garçon qui a la taille, qui est ceci, qui est cela. Mais après les déceptions, elles se disent, oui, je vais prendre celui qui va au moins m'écouter. Bon. Donc, ce que moi, je trouve de passionnant, c'est quand tu rencontres pour la première fois ton beau-père.
D'abord, souvent, les beaux-pères sérieux sont géants. C'est des gens qui sont plus forts physiquement que le gendre. Le gars, il te reçoit d'abord comme ça, les 2 points sur la table. On se dirait souvent. C'est pour même vous mettre en garde. Hein? Non, mais on se dirait que nous sommes devant un recruteur. Il dit, comment tu t'appelles? Ah ben c'est le cas. J'ai répondu, il dit, tu fais quoi dans la vie? Dans la vie, nous sommes venus tous dans la vie. Je fais quoi? Je suis venu chez toi, je fais beaucoup de choses dans la vie. Dans la vie, tu fais quoi dans la vie? Je ne sais pas. Ah bon? Bon, j'ai donné quelques réponses. Il a dit, que veux-tu de ma fille? Bon, ouais, heureusement, la belle-mère, elle est venue pour casser un peu tout ce qui se passait par là. Elle a dit, mais Corelias, nous avons déjà préparé, est-ce que tu vas manger? Je dis, oui maman, heureusement. Donc, elle a préparé quelques plats de riz, quelques plats d'aloko, elle a dit, Corelias, c'est au choix. Hein. Moi, j'aime beaucoup manger. Ouais. Donc, j'ai commencé par... Bien sûr, bien sûr. Donc, j'ai commencé par manger, j'ai pris un peu de couscous. Ils ont dit, mais le spaghetti qui est là, c'est aussi... Il faut prendre ça. J'ai pris un peu. Ils ont dit, le haricot qui est là, c'est bien épicé. C'est un mélange, hein? Vous n'avez pas fait un mélange dérangeant. J'ai pris ça. Et quelques instants après, ils m'ont donné quelques jus de bissap. J'ai aussi pris... Ils m'ont donné quelques... Vous connaissez l'éké, canne à sucre. J'ai pris aussi. Mais il sonnait exactement 15h30. Il a une chaleur atroce qui est rentrée maintenant par la fenêtre. Il ne fallait pas manger autant. Et au lieu que la chaleur prenne une trajectoire inconnue, la chaleur rentrée par ici, par ma bouche, est rentrée maintenant dans mon appareil digestif. Je l'ai senti dans mon estomac. C'est grave. J'ai adopté exactement cette position-là. J'ai dit, il ne faut pas sortir de l'estomac, s'il te plaît. J'ai commencé par sentir une brûlure atroce qui menaçait mon pancréas de le laisser passer. Je résistais. Mon beau-père avait toujours les 2 points sur la tête. Il dit, Corelias, qu'as-tu? Je ne pouvais pas répondre. Si je réponds, je vais lâcher. J'étais comme ça. Et la chaleur a pris une trajectoire indirecte. Je veux parler des intestins grêles. Je dis, il ne faut pas toucher mon gros intestin. J'étais là et la chaleur était en train de partir, en train de prendre la gauche et la droite et je résistais. Je tournais comme ça. Et en fin de compte, j'ai adopté exactement cette position. J'étais immobile. Et c'est là, enfin, que j'ai compris ce que me disait mon professeur de PCT en 3e, le théorème des moments. Un solide mobile autour de NASA fixe auquel s'appliquent plusieurs forces en équilibre lorsque la somme des forces qui le font tourner dans un sens est égale à la somme des forces qui le font tourner dans le sens autre. J'étais là exactement comme ça, mon beau-père me regarde, tout le monde me regarde, je ne pouvais plus parler et en fin de compte, on entend beau. C'est gâté. Vous avez lâché, malheureusement. La belle famille. Malgré toute cette gymnastique-là. Malgré ça, mon beau-père a dit, je te trouve assez franc. Certaines personnes pouvaient sortir pour aller le faire au dehors, mais toi tu le fais devant. Je te trouve assez franc, je te donne ma fille. En tout cas, tous les beaux-pères ne sont pas aussi gentils. Finalement, à quelque chose, malheur est bon. Bien sûr. Alors là, mais ce n'est pas une expérience qu'on propose aux gens. Mais bon, il faut... Ça dépend de ce beau-père-là. Exactement. Mais évitez aussi les mélanges quand vous allez chez votre belle famille. Surtout le haricot épicé là. Avec, non, vous auriez dû voir ça venir, Corelias. Écoutez, c'était tellement bien présenté. La dame avait bien décoré le repas. C'était tellement... Mais on a compris au moins que certaines matières, à un moment donné de la vie, bien sûr, on fait recours à ça. Bien sûr, le théorème des moments, heureusement, m'a gardé au moins pendant quelques minutes. Merci beaucoup, Corelias. Merci de nous avoir fait rire. On espère, mesdames et messieurs, que ça vous a plu aussi. Vous êtes... lâché comme... lâché. Non, mais le mot dans un autre sens figuré, mesdames et messieurs. Alors, on va poursuivre. Coria, on va se retrouver en fin d'émission. D'accord. À tout à l'heure. Okay. Alors, Jennifer, mesdames et messieurs, on va poursuivre notre émission, notre opinion de ce jour. Et place à présent au clip du jour. On vous laisse tout simplement découvrir, mesdames et messieurs.
Et voilà, c'était donc Nabi, une jeune artiste béninoise dans le titre Pourquoi. Pourquoi, tout à fait. Ah ben, je crois qu'elle a sorti un single le 1er août, il paraît, Commando, qui a fait du boom sur les réseaux sociaux. Et voilà, elle sort encore Pourquoi il y a quelques jours. Jennifer Sativi nous l'a déniché et on vient d'esquisser quelques pas de danse sur Pourquoi. Mesdames et messieurs, on l'a également dit tantôt lorsqu'on entamait l'émission, crise de confiance dans les affaires, est-ce un frein à l'entrepreneuriat? C'est le débat de ce jour. Pour beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de chefs d'entreprise, c'est la règle d'or, c'est le moteur, la règle de base en affaires, la confiance. Mais quand il survient qu'on ait des crises entre partenaires, ça ne manque pas, hein, Jennifer Sativi. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Mais comment cela peut s'expliquer et que dit la loi en la matière? Absolument. On va aborder la thématique avec nos invités. Oui, nos invités qui sont déjà sur le plateau d'ailleurs. Nous recevons un entrepreneur, Monsieur Mohamed Ali Djinou. Bonjour à vous. Bonjour madame. Bonjour et Jennifer. merci d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, un économiste, Jacques Dosuyovo. Bonjour également. Bonjour. Et au téléphone, Heureuse, vous l'avez dit, l'aspect juridique, nous en saurons un peu plus avec Maître Mesme Dagbemambou Dodjinou qui est au téléphone. Bonjour Maître. Bonjour madame. Alors, vous allez intervenir dans le débat qui est intitulé « Crise de confiance dans les affaires, un frein à l'entrepreneuriat ». C'est la question qu'on se pose et vous allez faire le débat avec nous en restant au téléphone. D'accord madame. Merci d'être là. Mesdames et messieurs, et voilà, c'est donc lancé. Je veux bien qu'on commence par l'économiste. Oui. Monsieur Dosuyovo, lorsqu'on parle d'affaires, ça, il y a l'argent qu'on entend déjà. Bien sûr. Mais est-ce que c'est forcément en matière d'argent qu'on peut avoir les crises? Les crises de confiance, c'est forcément lié au détournement. C'est ce qu'on nous dit souvent. Quand on parle de crise, ce n'est pas seulement lié à l'argent. Parce que avant que l'argent n'intervienne dans une entreprise, il faut d'abord le cadre. Quand on a le projet, il y a d'abord les choses, les préliminaires qu'il faut faire avant de parler de l'argent. Le projet doit être élaboré et les formalités à remplir par rapport à l'entreprise avant de parler de l'argent. Parce que l'argent, ça vient quand l'entreprise est déjà installée. Vous voyez? Donc, quand on parle de crise, ce n'est pas seulement lié à l'argent. Parce que dans une entreprise, il y a plusieurs étapes. Déjà, dès la création, dès la création, bien sûr. Parce à quel niveau alors? Vous voyez, quand on parle d'entreprise, il faut d'abord savoir que c'est un ensemble organisé de personnes physiques ou morales ou de biens corporels ou incorporels mis ensemble pour produire un bien ou un service. Donc, quand on parle de l'ensemble de personnes physiques ou morales, il y a déjà, comment dit-on, il y a déjà une association. Quand il y a déjà une association, ça veut dire qu'à ce niveau-là, peut naître déjà une crise. Voilà. D'accord. Monsieur l'entrepreneur, vous avez certainement des expériences pour nous. Vous avez une entreprise, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Comment ça se passe? Des crises de confiance déjà? Bon, d'abord, moi je dis d'abord merci à vous de me recevoir sur le plateau. Je dis, une entreprise à un moment a toujours un porteur d'idées, un porteur de projet. D'accord. Et c'est de là que part, c'est comme la source, c'est de là que part les directives, tout ce qui doit être fait dans l'entreprise. Et pour le moment, je n'ai pas déjà de crise de confiance parce que je pars du fait que quand on est frère, par exemple, on est né frère germain, père, mère, on a reçu une même éducation, mais il y a le sens de compréhension, il y a l'entendement de chacun des frères. Ça fait que
on n'a pas forcément le même rendu à la fin dans la société. On peut être frère et être différent. Et si on peut être frère et être différent, ce n'est pas quand on s'associe pour faire une activité qu'on ne sera pas différent, qu'on n'aura pas des points de divergence. Alors, chacun doit partir déjà de ce simple fait et se dire, mon binôme ou mon associé, il a le droit d'avoir des points divergents par rapport à ce que nous aimerions faire, même si je suis porteur d'idées, porteur de l'entreprise, il a le droit d'avoir des divergences d'opinion et en tant que tel, on doit faire des concessions. À un moment, prendre le temps d'écouter l'autre, prendre le temps de mettre en pratique quelquefois même ce qu'il dit, quitte à ce que tous deux, vous alliez, vous faites l'expérience de ce que ça a marché ou ça n'a pas marché. D'accord. Vous faites bien de donner cet exemple parce qu'il arrive que certains porteurs d'idées, dans le choix de leur partenaire en entreprise, rencontrent quelques difficultés parce qu'ils n'ont pas toujours la même vision. Peut-être que vous visez un tel but A alors que l'autre vise plutôt un but Z. Dans ce cas, est-ce qu'il est possible de s'entendre? Est-ce qu'on ne court pas à la perte? C'est difficile. À partir du moment où vous n'êtes pas seule personne décisionnaire dans votre entreprise, il faut bien choisir l'autre qui doit être avec vous, l'autre ou les autres qui doivent être avec vous. Compatibles, mais surtout qui épousent l'idée. D'accord. À certains moments de décision, il peut y avoir des divergences. Vous voulez qu'on aille à un point A, il veut qu'on aille à un point B, c'est possible. Mais déjà, à la base, l'essence même de l'entreprise, cette personne doit l'épouser. Sinon, vous avez un problème. Est-ce à dire que pour éviter des crises de confiance, votre partenaire, parce qu'on peut créer l'entreprise et c'est au fil des années, durant l'évolution de l'entreprise, qu'on arrive à s'associer à quelqu'un pour peut-être d'autres raisons qu'on ne saurait citer ici. Est-ce que c'est déjà à la base qu'il faut associer le partenaire pour éviter des crises de confiance? Ça dépend. Là encore, oui. Parce que vous avez l'idée, vous avez les moyens, vous pouvez commencer tout de suite, tout seul, vous pouvez. Mais si vous avez de la difficulté et que vous avez un père qui a les moyens et pas l'idée, s'il épouse l'idée, à partir de ce moment, vous pouvez déjà vous associer. Mais s'il n'épouse pas l'idée, il a les moyens dont vous avez besoin. Alors, à partir de ce moment, est-ce qu'on parlera d'associer véritablement? Ça, ce sera, je pense, un investisseur. Il acceptera à ce moment-là d'investir dans votre projet, quitte à ce que vous lui donnez des risques, des dividendes là-dessus. Mais lorsqu'on écoute un peu les entrepreneurs, ce qui revient souvent sur le tapis, c'est un peu la trahison, le fait de se faire duper, le fait de... Il y a ces petits bâtons qu'on se met dans les roues là. Est-ce que quelque part, ça aussi, ce n'est pas un problème? Parce que c'est une évidence, ainsi beaucoup de personnes en parlent. C'est un problème. D'accord. Mais un entrepreneur doit d'abord être un leader. Il a besoin d'être un leader. D'accord. Et un leader, c'est quelqu'un qui peut diriger une équipe. Diriger avec la carotte. Moi, je caricature ça comme ça, avec la carotte et le bâton. D'accord. C'est-à-dire que pouvoir montrer à son équipe, à ses associés, où on veut aller. À partir du moment où tout le monde s'approprie le chemin, la trajectoire, c'est beaucoup plus facile. Ensemble, maintenant, un leader, il doit pouvoir montrer l'exemple aussi. Un leader, il doit pouvoir attribuer des tâches, donner des responsabilités. Il doit pouvoir suivre ou faire suivre. Et à ce moment, on parlera de confiance. Mais ne dit-on pas que la confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà. Même si c'est votre frère, c'est votre meilleur ami, à partir du moment où vous partez sur des affaires, il faut que les choses soient claires. Et moi, j'aime bien dire que quand on part pour faire des affaires ensemble, il faut que nous ayons la culture d'accoucher les choses sur des papiers. D'accord. Donc, de faire les choses de façon claire à ce que A sache quels sont ses droits et devoirs et donc ses limites, et que B sache quels sont ses droits et devoirs et donc ses limites. D'accord. Et quand c'est clair et que tous on part sur la chose et que nous signons, à un moment, si on doit revoir ces bases-là, ça va nécessiter une assemblée, on s'assied, on se dit voilà, tel doit changer, tel doit changer. Mais nous avons l'habitude, je n'aime pas le dire, mais on va le dire, nous avons cette habitude de partir sur l'ami, le frère, parce que c'est la première personne à côté, on lance, on commence,
Et on devrait partir sur quoi ou avec qui? Moi, je veux dire des engagements écrits, notariés, si même il le faut. Donc, un contrat et tout, que les deux doivent suivre. Dans ce contrat, tout doit être bien écrit, clairement, de sorte que chacun s'y retrouve ou non. Et c'est à partir de ce moment. On va y revenir. On brûle d'envie de demander. On a l'homme de droit avec nous. De demander à l'avocat, Maître Mesmin Dagbemambou Dodjinou, est-ce que écrire et signer est suffisant? Est-ce qu'il y a d'autres démarches à faire pour protéger son entreprise? Oui, merci madame. Mais avant d'y aller, je pense qu'il faudrait qu'on définisse la notion de confiance. D'accord. La confiance, c'est un état psychologique qui induit la possibilité de s'abandonner à autrui en acceptant sa vulnérabilité. D'accord. Et donc, la confiance renvoie à l'idée qu'on peut se fier à quelqu'un ou à quelque chose. D'accord. Il faut partir de ce postulat. Et donc, si on doit pouvoir se fier, ce n'est pas forcément par des écrits. Je vous donne un exemple. Dans les droits des affaires, il y a des commandes verbales, il y a des commandes par téléphone. D'accord. Ce n'est pas forcément écrit. Si tu as rattrapé par la suite, parce que nous sommes en affaires, où il y a la notion de temps qui est très importante. On ne peut pas tout pousser sur le papier. Maintenant, que faire? Lorsque la confiance a été mise en marche, c'est fondamental. La possibilité de vous abandonner à autrui est la confiance. Vous devez dire, c'est mon associé, c'est mon frère. C'est un élément déterminant de la vie en société, la confiance. Même dans un foyer. Quand vous n'avez pas confiance l'un en l'autre, vous savez ce que ça veut dire? Je ne vous arrête pas, maître, mais juste à ce stade-là, tel que vous définissez la confiance et vous revenez là-dessus, en temps normal, lorsque la confiance s'installe, il ne doit plus y avoir de contrôle. Les rapports se disent naturellement. Le contrôle vient toujours parce qu'on dit que la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais le plus important, c'est la possibilité de pouvoir s'abandonner l'un à l'autre, de pouvoir faire foi l'un à l'autre. Lorsque vous devez tout faire sur papier, alors que vous avez de la confiance devant vous, je n'ai pas parti gagnant. D'accord, mais est-ce que ce n'est pas par précaution? Parce que peut-être cet individu a déjà initié quelque chose, a eu entièrement confiance, peut-être en un membre de sa famille ou un ami ou même une connaissance, et ensuite il a été victime d'une façon ou d'une autre. Il s'est fait racketter, il s'est fait duper et il a perdu tout son investissement. Dans ce cas, est-ce qu'il faut encore aller au-devant de la chose sans prendre des précautions? Madame, la vie est un éternel recommencement. Oh là là. La vie est un éternel recommencement. Vous tombez, vous vous relevez. Le plus important, ce n'est pas de tomber, c'est de pouvoir se relever. D'accord, mais se relever en prenant des garde-fous. En prenant des garde-fous, en tenant compte des conséquences de ce que vous avez vécu de manière négative. D'accord. Donc, c'est le plus important. Le plus important, ce n'est pas de tomber. Vous avez toujours des gens qui vont mettre à mal votre confiance. Qu'est-ce que vous faites lorsque c'est arrivé? Si vous ne pouvez pas avoir confiance, vous ne pouvez pas faire les affaires. D'accord. Mais quelles précautions on peut prendre du point de vue juridique? Est-ce qu'il faut signer des engagements? Est-ce qu'il faut associer des juristes? Comment procéder pour se protéger lorsqu'on veut lancer une entreprise et collaborer avec d'autres personnes? Bon, d'abord, avec qui vous voulez faire? C'est très important. Au Bénin, on n'a pas ce qu'on appelle ceux qui font les enquêtes privées là. Les détectives privés pour connaître la personnalité de l'homme. Parce qu'il est difficile à l'homme de changer. Il peut casser ses états, mais il ne change pas. À qui vous avez affaire? Par suite, l'ayant connu, vous pouvez coucher tout sur papier, pas des écrits, mettre un sort à ce que vous voulez faire. Mais de grâce, tout cela fait n'empêche pas. On a tout un arsenal juridique, ça n'empêche pas les détournements, ça n'empêche pas les crises de confiance. Vraiment.
Vraiment. Mais maître, aujourd'hui, Oui, je dirais même depuis plusieurs années, plusieurs mandats déjà, nos chefs d'État font la promotion de l'entrepreneuriat. Les jeunes qui doivent investir dans l'entrepreneuriat. Mais dans le même temps, les crises de confiance sont légion. Qu'est-ce qui peut concrètement expliquer la chose? Je sais qu'en tant qu'avocat, en tant que juriste, vous avez certainement reçu des cas de plaintes, de crise de confiance. Comment ça s'explique et comment vous les gérez? C'est très simple. Nous avons mis au-dessus de toute valeur le matériel, l'argent. Lorsqu'on donne quelqu'un au Bénin, la première des choses qu'on lui dit, mais il faut en profiter. Hein. En profiter, ça veut dire quoi? Il va voler. C'est ça. Et tout le monde prie pour être nommé pour pouvoir en profiter. Alors, la société même conditionne la chose. Avant, lorsque quelqu'un vient avec des sommes indues, pas claires, tout le monde le fuit. Aujourd'hui, lorsqu'il vient, après avoir détourné, avoir volé, tout le monde l'entoure parce que chacun veut prendre sa part. Il est même élu à des postes politiques majeurs. Donc, c'est un point de société. On doit aller à une reconversion de nous-mêmes. Parce que lorsqu'on ne doit pas faire, on ne va pas avancer. Aujourd'hui, tout le monde se plaint, il n'y a pas d'emploi. Mais créer un emploi, mettez un jeune. Il fait un calcul simple. Je suis payé à 50 000 francs le mois. Je fais tourner des millions. Si j'arrive à ramasser 5 millions, ça me fait combien d'années de salaire? Moi, si je vais en faire 2 ans en prison, c'est tout gagné. Depuis moi. Ce n'est pas un exemple à suivre. Hein? Ce n'est pas un exemple à suivre, mais c'est des réalités. Oui. Aujourd'hui, l'actuel code pénal est allé un peu plus. Avant, c'était 2 ans maximum. Aujourd'hui, nous sommes à 5 ans. Et dans les cas d'abus aggravés, on peut aller même jusqu'à 10 ans. Ça peut décourager un peu. Pour la nécessité, dans cette condition, d'avoir une législation assez répressive pour pouvoir quand même endiguer plus ou moins ce phénomène. Merci beaucoup, maître. Monsieur Dossou, vous qui êtes économiste, on suit les différents propos, on a l'impression que l'entrepreneuriat, c'est une sorte de jungle où c'est le plus futé qui arrive à s'en sortir. Moi, je ne dirais pas que c'est le plus futé. Si on va dire que c'est le plus futé, c'est peut-être en Afrique. D'accord. Parce que même chez les Blancs, quand tu veux créer une entreprise, même avec ton frère, à mon avis, créer une entreprise n'a pas besoin de savoir avec qui je veux coopérer. Vous êtes sûr, si vous investissez, vous avez beaucoup d'argent à investir, vous allez quand même essayer de savoir est-ce que je ne vais pas jeter mon argent parce que je ne sais pas qui est en face de moi. Si je comprends peut-être ce que vous dites, c'est que si je vais vers cette personne ou je pense investir avec cette personne, c'est que la confiance y est déjà. Non, moi, je me dis, je ne base pas d'abord mes analyses sur la confiance. D'accord. Moi, je base mes analyses sur les tests. D'accord. Quand vous voulez créer une entreprise et que vous voulez rester ensemble, il y a les papiers, par exemple au Bénin, on va à la pièce. Et il y a les formalités qu'on remplit. Maintenant, vous remplissez ces formalités. Vous avez, il y a d'abord, si c'est une salle, vous avez peut-être un conseil d'administration, et vous avez la gérance, vous avez, comment dit-on, et les directeurs centraux, c'est tout un organigramme. Vous voyez? Donc, si je veux me mettre en partenariat avec quelqu'un et qu'ensemble, on définit la format donnée à la structure, on va à la pièce, on va remplir les formalités. Il y a déjà une sorte de sécurité. Je vois justement, voilà, une sorte de sécurité à ce niveau. Maintenant, quand vous êtes une entreprise sérieuse, c'est quand on n'est pas aussi sérieux qu'il y a cette affaire de crise de confiance. Quand vous êtes une entreprise sérieuse, vous faites les choses normalement. Quand vous faites les choses normalement, il y a une traçabilité. C'est-à-dire quand on prend le domaine comptable, il y a une traçabilité de toutes les actions, des achats, des ventes, il y a tout.
à telle enseigne que quand il y a en même temps un petit problème, vous savez déjà, le comptable vous alerte en même temps pour dire, ah, il y a eu telle chose, on est allé à la banque aujourd'hui, on a reçu le relevé bancaire, on a constaté telle chose. D'accord, Mais vous lorsque avez bien dit, voilà. Lorsque le comptable est de mèche avec votre partenaire, c'est pas Absolument. évident que vous ayez cette information. Parce que vous avez bien dit, si vous êtes sérieux. Voilà. Justement, quand vous n'êtes pas sérieux, là, vous-même, vous savez très bien maintenant qu'il faut être aux aguets. Vous devez être vigilant et contrôler à tout moment ce qui se passe. Puisque, à la fin de chaque mois, en tant que comptable, vous faites un état de rapprochement bancaire que vous déposez à la table du gérant ou du directeur. Et c'est lui qui analyse pour voir les mouvements qui ont été faits dans le mois. Et déjà, ça peut déjà interpeller pour qu'on puisse voir à quel niveau ça se passe. Mieux, quand je parle d'une entreprise sérieuse, je prends par exemple, comment dit-on, cette affaire de facture normalisée qui est actuellement sur. C'est une bonne chose. Parce qu'il y a tellement d'évasion fiscale qu'on se permet de profiter pour faire beaucoup d'autres choses derrière. Vous voyez, donc c'est pour ça que je parlais de traçabilité. Quand tout est tracé, ce que vous achetez, vous vendez. Ce que vous avez vendu, ça a une traçabilité. Vous n'avez même pas besoin, à mon avis, de connaître la personne. Puisque je suppose que je suis ici. Je veux importer peut-être des produits. Voilà que j'ai quelqu'un en Europe. Et lui, c'est le fabricant ou bien c'est lui qui va m'aider. Est-ce que j'ai besoin d'aller en Europe pour aller d'abord discuter avec lui, et échanger, savoir ou bien faire des enquêtes pour connaître qui il est? Alors que moi, je veux faire des affaires. Il y a plein de gens qui font des affaires au Bénin et qui ont des partenaires à l'extérieur. On n'a pas besoin, à mon avis, d'avoir une confiance avant de faire des affaires. L'essentiel, il faut remplir les formalités normalement, faire les choses sur des tests et je crois que ça peut aller. Monsieur Ali, dis-nous, aujourd'hui, la crise de confiance, ça s'explique, ça se constate partout, comme on le disait, que c'est légion. Mais à le suivre, c'est bien beau. On peut rester partout et puis être partenaire avec n'importe qui. Mais est-ce que c'est une culture africaine, ça? À la limite béninoise, ça? Vous savez, la confiance, pour avoir confiance à autrui, il faut d'abord avoir confiance en soi. Nous ne l'aurons pas. D'accord. Si à la base, vous-même, vous n'avez pas confiance en vous, eh bien, vous n'aurez même pas confiance à vos animaux domestiques. Alors, ça part du fait que l'entrepreneur, le leader, doit d'abord avoir confiance en lui-même. Et se dire que, en toute chose, il faut tout faire pour minimiser les pertes. Ça veut dire quoi? Celui avec qui je veux traiter, j'ai confiance en lui, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. D'accord. Vous savez, il y a des gens qui ont cette référence-là. C'est les Nigérians. D'accord. Si vous avez la chance de tomber sur un Nigérien, un sérieux, en toute chose, il y a des exceptions. Sur un sérieux, vous pourrez sans jamais le connaître, lui envoyer de l'argent et vous aurez le produit. Vous pouvez sans jamais le connaître, avoir déjà la marchandise avant de lui envoyer l'argent. D'accord. Est-ce que c'est une culture béninoise, ça? Non, les Nigérians sont commerçants. D'accord. Ils cherchent à avoir le produit, le besoin. Et quand ils ont le besoin de l'autre, ils veulent quand même pas monopoliser, ou non, je ne vais pas dire monopoliser, enfin, pas garder le stock. Ils veulent vendre parce qu'il faut sortir le produit pour avoir le revenu. Absolument. Et donc, ils partent sur tout ce qui est affaire. Le Béninois n'a pas forcément cette référence. Où on peut dire, si je traite avec un Béninois, voilà. Mais nous avons nos bons côtés et nos mauvais côtés. Moi, je dis, d'abord, il faut avoir confiance en soi. Il faut savoir ses forces et ses faiblesses. Entre nous, est-ce que je me fais confiance suffisamment? Est-ce que moi-même, je sais que j'ai des défauts? Est-ce que je sais que c'est difficile pour moi d'avoir confiance aux autres? Est-ce que je sais que c'est difficile pour moi de travailler facilement avec les autres? Est-ce que je sais que c'est difficile pour moi de confier des responsabilités? Vous savez, il y a des gens qui se retrouvent à tout faire simplement parce qu'ils ne savent que c'est bien fait que quand c'est eux-mêmes qui l'ont fait. Okay. Pour ces gens-là, il aura beau être au bout de l'échelle complètement, mais il va vouloir tout le temps descendre
pour aller faire la chose lui-même, alors qu'il peut dire en bas, s'il te plaît, dire à l'autre, et dire à l'autre de descendre pour me ramener telle chose. Est-ce que là, déjà, ce n'est pas aussi un problème de confiance? Absolument. Le problème de confiance se pose. Le problème de confiance, il est partout. Il faut qu'on en soit conscient. Alors, on doit partir du fait que, j'ai entendu le maître tout à l'heure, et j'ai envie de dire, un entrepreneur, il minimise les pertes. Alors, la vie est un éternel recommencement, mais on n'a qu'une vie. Et notre vie, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Merci beaucoup. Et en se lançant dans l'entrepreneuriat, c'est pour quand même laisser son nom. C'est pour faire tâche, répondre à un besoin efficacement. Si je dois me mettre avec celui-là et après, ça n'a pas marché, me mettre avec l'autre, je ne suis pas sûr d'avoir l'argent tout le temps. Et si j'ai même l'investissement tout le temps, je n'aurai pas la même force physique tout le temps. Absolument. Mais finalement, quelles sont les conséquences d'une crise de confiance en affaires, monsieur l'économiste? Avant de parler d'abord de conséquences, je voudrais d'abord ajouter que quand on parle de confiance, c'est pas de crise de confiance, quand on parle d'entrepreneuriat, il faut avoir le goût du risque. Mais il a dit, hein, est-ce que j'aurai tout le temps l'argent? Est-ce qu'à chaque fois je perds? C'est comme le goût du justement, risque. le Béninois est comme ça. Il calcule tellement. Mais peut-être parce qu'il n'a pas assez d'argent. Il n'a pas assez d'argent à investir. Vous voulez grandir, vous devez porter les gants. Vous devez être prêt à aller loin. Qui ne risque rien à rien. On n'a rien. Vous voyez, c'est-à-dire, on a un peu quand je prends effectivement l'exemple des Nigérians, eux ne sont pas, ça ne les gêne pas de perdre. Eux, ils sont toujours prêts à reprendre. Oui, si tu ne reprends pas, comment tu veux être forgé? Parce que c'est bien beau, tu vas grandir, mais à un moment où tu ne t'y attends pas, mais lorsque la crise de confiance va venir, mais tu vas chuter, peut-être c'est ta mort. Vous voyez, donc par conséquent, il faut d'abord en tant qu'entrepreneur avoir le goût du risque. Mais nous sommes au Bénin, nous avons notre culture où d'abord il y a l'ego, il y a notre ego qui fait que nous avons difficilement confiance en l'autre. Quand je prends par exemple les artistes, nos artistes, c'est une entreprise. Vous avez vu les artistes qui se sont mis ensemble et ils ont, à un moment donné, ils ont fait ils sont montés, mais à un moment donné, on a vu, ils se sont départagés et puis chacun allait justement. Vous voyez, c'est ça. Notre ego fait que nous avons difficilement confiance. Vous pouvez bien avoir, tel que le monsieur le disait au début, vous pouvez être ensemble, porter les mêmes idéaux. Mais lorsque ça va commencer par pendre, mais chacun va commencer par se faire des idées. Voilà. Là, c'est une réalité. Vous voyez, on commence par se faire des idées et vraiment, ceci-là. Et même, le truc n'est même pas encore bien sorti, mais on fait déjà le malin partout. On montre à tout le monde que oui, je suis déjà dansé, et ça c'est que ça nous emporte. Et quand ça emporte, même si au départ tu n'avais pas envie, tu vas dire, ah mais voilà que je me suis mis dans telle chose. Ah, il faut que je fasse un petit jeu pour pouvoir continuer avec ça, sinon si jamais je fais ce truc là, les gens vont voir ma faiblesse, ainsi de suite, et on commence par faire ça. Donc au début, on peut porter les mêmes idées, on peut avoir les mêmes... comment dit-on? Et à la fin, ça capote. Oui, donc voilà. D'accord. Et donc, lorsque je parle des conséquences, c'est qu'en fin de compte, toujours l'entreprise vole en éclats? Il n'y a rien à faire. L'entreprise, pas forcément, parce qu'il y a tellement d'activités qu'on mène dans une entreprise, l'autre peut se charger de l'autre. En tout cas, il y a une scission. Il y a une scission, voilà. Et c'est la société aussi qui prend un coup. Ça, il n'y a rien à faire. Bien sûr. On va revenir à nos discussions, mesdames et messieurs, après avoir suivi l'avis des citoyens de l'autre côté. Ça fait partie de l'éducation sociale. Tu ne peux pas être mon employé et me gruger. Ça fait partie de nos clauses. C'est sûr que il faut se l'approprier comme étant les règles de base. Voilà. Donc, si tu viens travailler avec moi, et dans les clauses, nous faisons justement, nous nous entendons sur ces clauses-là.
Si après, tu me voles et que je découvre que c'est toi qui m'as volé, attention, ça, ce n'est pas une question d'amis, ce n'est pas une question de frère, non. On fait le point, tu payes ce que tu me dois, ou alors c'est la justice qui va trancher. Par exemple, on peut mettre un système de sécurité, la vidéosurveillance. Bon, en dehors de ça, il faut savoir celui qu'il faut recruter. Bon, il y a certaines conditions qu'il faut définir lors du recrutement. Selon moi, c'est des mesures qu'on peut disposer pour freiner ou bien pour diminuer ces cas-là. Vous savez, la confiance, une fois perdue, n'est plus facile à retrouver. Parce que déjà que celui-là, malgré que la société, sinon l'entreprise évolue bien, la personne contribue, c'est lui qui contribue à l'échec de ce que je fais. Celui-là, je ferai le mieux, c'est de le renvoyer, selon moi. Le mieux, c'est de le renvoyer parce que tout compte fait, quel que soit ce que tu fais dans la vie, on cherche toujours l'évolution, mais celui-là cherche à me ruiner. Donc le mieux pour avoir la paix, c'est de le renvoyer. Je pense que au prime abord, avant de prendre une personne lambda dans son entreprise, il faut d'abord signer au moins un contrat. Ça, c'est le minimum. Puis, je pense que si tu traites bien, si les termes du contrat vous arrangent vous deux, je ne vois pas ce qui pourrait l'amener à me voler. Si a priori il le fait, bien que tant que nous nous sommes attendus sur un point, ça veut dire qu'il n'est pas nature un voleur. Donc je ne peux pas. Certes, je peux avoir des caméras, mais ce n'est pas juste à titre dissuasif. Il y a certains employés qui estiment que leur employeur les traite mal, qu'on ne leur paye pas bien. Donc il y a aussi ces raisons-là qui sont évoquées par les employeurs, qui sont les employés plutôt. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est donc l'avis des citoyens, avis recueilli à Cotonou ici. Monsieur Ali Djinou, mais je vais y arriver, vous avez suivi, vous en dites quoi? Qu'en pensez-vous? Je pense que j'ai entendu beaucoup d'avis qui rejoignent un peu le mien. On doit pouvoir avoir confiance. On doit pouvoir y arriver. Avant, il faut se connaître, faire le travail sur soi et avoir confiance en soi. Ensuite, quand vous faites confiance, quand nous parlons de contrat, c'est juste une précaution. Si je dois traiter avec mon frère, c'est pourquoi je lui donne un descriptif de poste. C'est pour lui dire, en étant à ce poste, ton titre, c'est ceci, tes tâches sont celles-ci. C'est pareil pour un contrat. On s'entend sur une base. Ça veut dire que je lui dis, vas-y, tu peux le faire. Je lui donne des objectifs. Et après, je suis pour que les objectifs soient atteints dans le temps. C'est pareil, c'est aussi une question de confiance à ce niveau-là. Parce que je pense qu'il est à même d'être à ce poste, de le faire, et je lui donne des objectifs, je le laisse gérer ses objectifs. La confiance, elle est nécessaire. Mais quand on dit la confiance n'exclut pas le contrôle, ça sous-entend qu'on ne doit jamais, mais jamais avoir confiance à 100%. Voilà. Quelle que soit la personne. Mais est-ce que ce n'est pas en cherchant à faire le contrôle, ce contrôle-là, qui suscite ou occasionne parfois un manque de confiance de l'autre côté? Non, si même moi, à mon niveau aujourd'hui, parce que j'y pense beaucoup plus, je dis, je suis manager d'une entreprise et j'ai des gens qui sont avec moi. À un moment, je pense que je vais laisser les rênes de cette entreprise à une personne externe. D'accord. À qui je vais donner les rênes de l'entreprise. Mais la base est que si je dois recevoir les points comptables tous les mois, si on part sur ça, je dois recevoir les points comptables tous les mois. Le contrôle, il faut que la personne sache que ce n'est pas mon affaire et que l'autre a le droit de me contrôler, de suivre les activités, ce que je fais, la façon dont je les fais. Puisque lui comme moi avons un objectif commun, que l'entreprise prospère. D'accord. Donc, pour y arriver, en fait, il faut mettre ses collaborateurs en totale confiance pour qu'ils se rendent compte que c'est un bien commun. C'est un bien commun. Et c'est là que je parle de s'approprier la chose, épouser l'idée. Alors, si vous êtes un directeur d'opération
mon directeur d'opération et que vous n'êtes pas dans la dynamique de ce que je pense, à un moment, vous allez me faire des points, vous allez me dire que vous avez fait telle dépense pour acheter tel matériel. Voilà. Et moi, je vais trouver que ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas opportun. D'accord. Alors que si nous sommes dans la même dynamique, je vais l'épouser facilement parce que je vais comprendre plus ou moins le sens dans lequel vous allez. Il ne faut pas qu'on aille pêle-mêle dans une entreprise. Monsieur Dossiovo, vous avez également suivi les citoyens comme nous. Vous en pensez quoi? Je crois qu'ils ont eu à donner leur avis parce que quand on parle de crise de confiance, c'est tellement vaste. C'est-à-dire on ne peut pas tout dire, mais ce que moi je voudrais... Certains qui ont cité des précautions. Prendre une caméra de surveillance par exemple, renvoyer aux besoins, etc. Mais tout ça là, oui. Mais il y a deux choses, deux éléments à mon avis, qui encourage cette crise de confiance, particulièrement au Bénin. Ah bon? Oui. L'envoûtement. L'envoûtement? Oui. D'accord. Et mon parenté. C'est-à-dire que, puisque si vous avez un problème avec l'employeur et qui vous amène, comment un parent? Non, pas forcément. Vous allez peut-être, vous avez volé. D'accord. Et on vous emprisonne parce que votre oncle est commissaire, il vous libère. Tout à fait. À telle enseigne que vous êtes sûr que vous avez quand même des parents dans le giron de la justice qui peut vous libérer. Donc on peut tout se permettre. On peut tout se permettre. Maintenant, quand je parle de l'envoûtement, nous savons très bien. Tout d'abord, pour trouver de l'emploi aujourd'hui, c'est difficile. Absolument. Il faut passer par l'envoûtement, il faut tout faire. Mais quand vous trouvez encore, il faut envoûter, il faut tout faire au patron pour que le patron puisse avoir confiance en soi. Et là, on étale toutes les dérives. Mais lorsque vous parlez de parenté, est-ce qu'il n'y a pas un autre problème plutôt lorsqu'on travaille peut-être avec un parent, un membre de sa famille, de sa belle famille, quelqu'un qu'on ne peut pas attaquer lorsqu'il vous nuit, lorsqu'il essaie de vous ruiner par exemple? Est-ce qu'il n'y a pas ce problème également? Quand on parle d'entreprise, là, il n'y a pas à faire de parenté. Donc, il ne faut associer au commandant de sa famille. Je pense que beaucoup, pour éviter ça, préfèrent s'associer à des gens vous pouvez même avoir vos parentés. Mais quand il s'agit de l'argent, si vous voyez comment... Il faut avoir le courage de les menacer. Ce n'est même pas... C'est que ça vient de façon spontanée. Parce que vous avez souffert pour être là où vous êtes. Donc, vous ne pouvez pas permettre à quelqu'un de venir vous brûler. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux éviter certains postes à votre partenaire, de lui confier certains postes? Il a dit le directeur des opérations. Pour d'autres, peut-être mieux vaut ne pas lui confier ce poste-là. Le directeur des affaires financières. Est-ce qu'il ne faudrait pas éviter cela? Justement, quand vous avez votre entreprise, il faut éviter là où se trouve l'argent, là où se trouvent les petits, en tout cas, là où vous sentez qu'on peut vous nuire, ne mettez pas vos connaissances à ce niveau. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Maître Dagbemambou, vous avez également suivi la Vospop. Qu'est-ce que vous pensez des différents avis? Madame, il n'y a de richesse que d'hommes. L'affaire de la confiance est seulement une affaire d'hommes. D'accord. J'ai entendu, il faut faire des écrits, il faut faire des caméras, tout ça là. Mais une dame sur une de vos émissions a dit qu'elle fait à côté. Au fur et à mesure que l'argent vendait, elle remplaçait systématiquement. C'est sûr que les comptes étaient bien tenus, mais on n'a jamais vendu alors qu'on vendait. Il a fallu qu'un de ses amis ait acheté. Et il dit, mais madame, vous ne m'avez même pas appelé pour me dire merci, alors que moi, je viens d'aller acheter chez vous. Il dit, mais j'ai fait le compte encore hier, on n'a rien vendu. Alors, donc, le problème n'est pas remplir, mais on remplit les papiers tous les jours aussi, les contrats. Mais celui qui retire la clé de gouvernement, qui veut voler, vole. C'est ça. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut d'abord chercher à connaître. D'accord. Mais on a parlé des vigilants, on a parlé des vigilants tantôt. Mais les vigilants, il faut vous faire confiance. Mais avant de vous faire confiance, il y a des circuits informels de contrôle. Et ça, le personnel, c'est qui en réalité? D'accord. Ce que nous, on ne fait pas. D'accord. Nous sommes majoritairement dans l'informel.
La plus grosse entreprise du Bénin, qui est le marché d'Andopa, tout fonctionne dans l'informel. Mais il y a quelques années, quand il y a un moment où maman mettait les jeunes sur leur étage, le compte était bien fait. Il n'y avait aucun problème. D'accord. Mais je ne vous arrête pas, maître. Est-ce que vous pouvez, pour ceux qui nous suivent ce matin et qui sont certainement dans ces cas, qu'est-ce que la loi fait dans ce sens? Qu'est-ce que la loi a prévu dans ce sens? La loi a prévu des sanctions. Et je disais tantôt... Et lorsque une crise de confiance survient dans une entreprise, entre partenaires ou entre collaborateurs, que faire selon la loi? En cas d'abus de confiance. Oui, en cas d'abus de confiance. Sur les numéraires, par exemple. Oui. La loi a prévu une sanction de 1 an à 5 ans d'emprisonnement avec une amende de 150 000 à 1 million. D'accord. Deuxième degré, quand l'abus de confiance porte sur des biens meubles et des titres et autres. La loi a prévu une sanction de 1 an à 5 ans d'emprisonnement avec une amende de 500 000 à 2 millions. D'accord. Les cas d'abus de confiance aggravés, lorsque c'est votre employé assis, vous devez faire confiance pour qu'il crée le désordre. D'accord. L'emprisonnement est toujours le même, mais l'amende est plus corsée. Il y a le cas d'abus de confiance en tontine. Vous savez, les tontines constituent chez nous quelque chose d'essentiel. Vraiment. Mais comment tout fondamental autour de ça? Et la loi est sévère par rapport à ça. D'accord. Merci. L'amende, c'est quand même à 1 million, avec un emprisonnement de 2 ans faible. Donc, la loi est plus regardante. Surtout le nouveau code pénal que nous avons actuellement est plus regardant, c'est plus sévère. On doit payer presque, ça puisse décourager un peu. D'accord. Le phénomène. Qui prend de plus en plus d'ampleur. Vraiment. Parce que nous avons mis, je le dis, je le redis, d'en placer le matériel au cœur de tout, sinon au-dessus de tout. C'est malheureusement ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître Mesmen Agbemambou Dodjinou. Nous allons lire quelques messages, Jennifer, avant de prendre congé des téléspectateurs sur cette thématique. Il y a Kodia Dorcas Carmel qui dit « Il y a trop de bandits, des clients fantômes, malhonnêtes, bavards et incapables et menteurs. C'est surtout les amis proches qui ruinent et qui plombent nos entreprises. Heureusement que les huissiers et le tribunal du commerce sont là. Attention à ceux qui mettent Dieu à la bouche. Ce sont des anarcheurs, soyez éveillés. » C'est son avis. Ce sont des anarcheurs professionnels. Maintenant, nous avons Yves-Patrick Loco qui dit « C'est partout cette affaire. » Là, il fait allusion à la crise de confiance. Il ne faut pas avoir des amis quand on est en affaires. Rigueur, rigueur et rigueur doivent gouverner la démarche de l'entrepreneur. Il faut aussi la fermeté. Supprimez le numéro de ceux à qui vous envoyez vos tarifs et qui disent qu'ils croient que c'était gratuit. Asiom Gaba qui dit « Je ne sais même pas comment les gens occidentaux surtout réussissent à faire prospérer des entreprises familiales. Mieux, même entre amis, ils y arrivent. En Afrique et au Bénin, tu as l'impression de créer une entreprise, c'est pour les riches. C'est pour dire que lorsque tu crées une entreprise sous nos cieux, c'est que tu es riche, tu as trop d'argent, et tu mets excédent dans l'entreprise. Les membres de ta famille, tes amis vont venir demander des prestations gratuites à coût insolvable ou à coût insignifiant. Il y a un autre message qui dit « Je vous donne un dernier cas vécu. Un opérateur économique nous a invités dans sa ferme d'agrumes, environ 8 hectares à Zivier. Il nous a offert un repas de fraternité. Nous sommes environ 40 personnes. Nous avons bien mangé, bien bu. La fête a été vraiment belle. Ce que j'ai constaté de mauvais est ceci. Pendant la fête, j'ai vu les amis aller dans le verger pour cueillir et manger les fruits. Orange sans aménagement, en pagaille quoi, du genre on a vu Fata. Ça allait dans tous les sens au point où habilement, celui qui nous a reçus, celui qui nous reçoit a dû dire que si c'est juste pour apprécier, on peut manger. Mais les amis sont allés au-delà de cette consigne. Après avoir cueilli et mangé sur place,
Ils en ont cueilli plein dans des sacs pour les stocker dans les véhicules, rentrés à la maison avec des colis. C'était si gênant que l'épouse de monsieur a été obligée de stopper ce sale jeu. Elle a intercepté certains avec les sacs remplis à qui elle a demandé d'aller reverser au pied des arbres. Ça a été presque une situation de honte. Et Maître Dako Simplice qui nous dit « Je crois pour ma part que nous sommes responsables à certains égards de la crise de confiance dans les affaires qui constitue un frein à l'entrepreneuriat. Nous remarquons qu'au Bénin, les entreprises individuelles prospèrent mieux que celles de groupe. Oui, simplement parce que nous sommes trop complaisants dans la constitution des sociétés, des entreprises. Complaisants parce que nous privilégions dans les conventions et autres statuts des entreprises la familiarité, l'amitié au détriment de la rigueur juridique. Puis, nos législations sont carentes en matière de sanctions, des coûts bas de la dégénérescence des entreprises. Pour peu que votre entreprise prospère, les concurrents et autres jaloux vous plombent l'aile par méchanceté dans le vil dessein de vous anéantir. Et ce n'est pas pour rendre l'activité et bien l'accomplir. C'est vrai que nul n'est tenu de demeurer indéfiniment dans un lien contractuel. Cependant, le législateur doit rigoureusement encadrer les ruptures de convention et prévoir des sanctions exemplaires si la mauvaise foi dans la rupture est patente. Nous devons régler la question sur le plan législatif afin que, craignant la dureté d'une éventuelle sanction, les associés puissent se faire confiance même si elle est de façade afin de sauver l'entrepreneuriat et les emplois. Et voilà. Je suis d'accord avec M. Dako. D'accord. Tout simplement. Je suis d'accord avec M. Dako. Je dis la confiance, d'accord, c'est essentiel. Comme l'a dit un des téléspectateurs, un des intervenants de la Vox Populi. Oui, la confiance, c'est la base. Oui. Mais il faut prendre des précautions. Sinon, on dirait simplement à ce moment-là, vous avez fait le con. Il faut prendre des mesures. Partir sur des bases claires. Je ne veux pas tout de même, parce que j'ai mis des caméras vidéo, pour des éventualités. Je ne veux pas tout de même être tout le temps sur mon téléphone, ma tablette ou mon ordinateur pour surveiller depuis la maison ce qui se passe dans mon entreprise. Absolument. Non. Si je délègue des tâches, c'est pour me concentrer à autre chose. Alors, je donne des objectifs, je donne des tâches avec un temps. Si le temps arrive, il faudra me rendre compte. Pourquoi dans les grandes entreprises, on a un caissier, un comptable et un auditeur? L'auditeur est chargé de faire respecter la procédure et de suivre la bonne marche des choses. Absolument. Malheureusement, ici, il faut voir déjà la conception des entreprises. On ne respecte même pas tout ça, malheureusement. Oui, M. Dako disait que les entreprises individuelles marchent plus que les entreprises de groupe. Pourquoi? Parce qu'on veut tout gérer tout seul. Et c'est ça aussi qui impacte le développement de ces entreprises. Mais avec la crise de confiance, ne vaudrait-il pas rester seul qu'être mal accompagné? Est-ce que seul on pourra également tout faire? Mais voilà, tellement de questions. Votre mot de la fin, monsieur. Oui. Moi, je crois que le maître, l'avocat que vous avez appelé, a déjà tout dit. Vous savez, Maître Dodjinou, on est tellement dans l'informel que quand on parle de crise de confiance là, ça va naître à tout bout de champ. Et parfois même la loi ne pourra même plus rien pour vous. Ne pourra plus rien parce que lorsque vous irez là-bas, sur quelle base vous allez vous plaindre? Voilà. Donc, quand vous ne formalisez pas les choses, c'est difficile de pouvoir appréhender les dérapages jusqu'à aller au niveau de la justice ou du tribunal de commerce, tout ça. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous devons normalement le maître Dako aussi, nous devons formaliser les choses. Ça, il n'y a rien à faire. Merci beaucoup. Monsieur Maître Dodjinou, merci également à vous. Vous avez quelque chose à ajouter en quelques secondes? Oui, bon, tout ce que je dirais, c'est... Bon, je crois que Maître Dodjinou Mesmin d'Agwemambou, il est parti. Et ce sera donc tout, mesdames et messieurs, pour cette thématique. Nous remercions Mohamed Ali Djinou, vous êtes entrepreneur, monsieur Dako, monsieur Jacques Dossuyovo, vous êtes économiste, et Maître Mesmin d'Agwemambou Dodjinou qui est resté au téléphone. Mesdames et messieurs, on va prendre une courte pause et vous retrouver juste après. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps.
Rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire. Brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous... Plateau pour poursuivre notre matinale. À présent, Jennifer Sativi, nous allons passer aux us et coutumes. Et là, on est en pays minant. Voilà, en milieu minant pour parler de la cérémonie de bénédiction. Alors là, ce sera très intéressant. Mesdames et messieurs, on suit ensemble. Il y a l'eau qui est le facteur déterminant et qui est présente dans toutes leurs formes de rituels ou de cérémonies. Et le prêtre gain essaie donc dans son approche et dans sa démarche de prendre cette eau, de la cacher sur l'enfant, pager un certain nombre de fois et de dire des paroles vraiment sacrées pour pouvoir conférer à l'enfant ou à la personne adulte de la bénédiction, de la protection et de la grâce afin de pouvoir poursuivre vraiment son dessein, poursuivre son chemin et qu'il n'y ait pas des embûches, des accidents, des mauvais sorts et tout ce qui puisse entraver son développement, que ce soit intellectuel, physique ou globalement dans toute la vie. Je dirais que la bénédiction n'a pas d'âge. Dès que l'enfant sort du sein de sa mère, la bénédiction commence. Il n'y a pas un temps pour la bénédiction à un niveau de son développement, que ce soit à l'enfance, au milieu de la vie ou à l'âge adulte. On a besoin, des fois, peut-être après avoir consulté l'oracle ou après peut-être des observations, chercher à bénir l'enfant, lui conférer des grâces pour pouvoir poursuivre son dessein, son chemin. Il y a des jours favorables pour les bénédictions et c'est dans toutes les traditions. Et les prêtres gains, les dignitaires de la tradition, eux, ils savent et ils ont leur calendrier dont ils sont vraiment jaloux. Et ils savent quand il faut faire, et parfois même le cycle lunaire qui est observé pour pouvoir dire certaines bénédictions. Et c'est tout à fait normal. C'est presque le point commun de beaucoup de traditions et ça existe ainsi. Ça s'impose pratiquement dans certaines familles, malgré notre très grand attachement aujourd'hui aux religions qui nous sont venus d'ailleurs. Donc, dans certaines familles, c'est incontournable et on tient à cette bénédiction. Et quand ça ne vient pas des fois, on demande, mais celui-là, c'est un soukounon ou bien quoi? Un soukounon, c'est quelqu'un qui n'agit pas suivant les règles de la société, un homme qu'on sent être maudit ou qui pose des actes qui ne sont vraiment pas en adéquation avec les règles établies ou les choses les plus simples de la société. Quand l'enfant se trouve être né en France, hors du terroir ou bien de l'environnement naturel gain, mais quand il revient, il a besoin aussi de bénédiction, comme aussi de loin, on puisse lui en envoyer. Mais rien n'est plus déterminant et plus important que la présence corporelle en lieu et place devant les dieux, devant la famille, les tantes, la parenté, pour pouvoir bénéficier donc de cette bénédiction dont nous parlons. Merci à vous, Fulgensia Routondi, pour nous avoir fait découvrir cette cérémonie de bénédiction en milieu minant. Jennifer Sativi. Oui, heureuse d'annoncer. On se poursuit notre randonnée matinale. Oui, on passe au prénom africain. Aujourd'hui, nous sommes en milieu bâtonneau. Et voilà, prénom africain tout de suite avec notre spécialiste maison, M. Sinambert Ogui.
Et nous sommes avec notre spécialiste maison, comme je le dis, Sinamberogui Pascal, ressortissant de l'aide culturelle Batonou. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Le réveil. Merci. Ça a été difficile? Non, pas du tout. Pas du tout. Oui. Alors, aujourd'hui, vous nous emmenez en milieu Batonou pour nous parler du prénom Bakourégui. Oui. D'accord. Ça veut dire? Bakourégui, ça veut dire celui qui a le pouvoir de faire éloigner, d'éviter les risques de la chasse. Ah. Oui. Il a le pouvoir aussi d'apparaître, de disparaître devant les dangers de la chasse. Ça, c'est Bakourégui, ça. C'est Bakourégui, ça. Mais ça, franchement, je veux bien avoir ce prénom-là. Hein. Bakourégui. Oui, vous savez, la société Batonou est structurée en clans. Oui. Donc, et chaque clan a un nom qui donne à sa descendance. Voilà. Et donc, ce nom Bakourégui, il faut dire que c'est peut-être un grand-père, un aïeul qui avait déjà porté ce nom fort, qui s'est fait distinguer dans les parties de chasse, et qui a des pouvoirs magiques. Qui est vraiment de disparaître et de réapparaître. Face à un animal féroce, face à un félin, un lion, ou une panthère, ou une tigre qui veut l'attaquer, donc il prononce des paroles incantatoires, il peut disparaître, ou apparaître, ou bien dévier le danger, ou bien dévier l'attaque de cet animal féroce-là. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est propre aux chasseurs ou est-ce que tout le monde peut porter... Non, tout le monde ne peut pas porter ce nom-là. Ce nom appartient au clan des chasseurs. D'accord. Donc, c'est ceux qui sont de ce clan qui peuvent donner ce nom à leurs descendants. Et au féminin, est-ce qu'on peut prendre Bakourégui, qu'on soit homme ou femme, ou est-ce que c'est propre aux hommes? Et dans ce cas... Est-ce que les femmes vont à la chasse souvent? Non, les femmes ne vont pas à la chasse. Mais dans ces conditions-là, il faut on adjoint à ce nom le nom d'ordre de naissance. Ok. Oui, si c'est une fille, si elle est troisième rang, par exemple, on dira peut-être Baké Bakourégui. Ah, d'accord. Mais Bakourégui doit forcément intervenir. Oui, il doit intervenir. Mais c'est souvent les garçons qui portent ce nom-là. Est-ce pour rendre hommage à un parent ou est-ce une prière que les parents font en donnant ce prénom à leur enfant? Bien sûr qu'avant de donner, il y a tout un rituel qu'on fait avant de donner un nom. Tout un rituel? Oui, tout un rituel qu'on fait. Le nom n'est pas donné au hasard comme ça. Ah, mais c'est plus le cas maintenant, hein? Non, c'est pas... Et il faut dire aussi que il y a deux sortes de baptême. Il y a le baptême princier. Donc, selon qu'on est prince, il y a toute une cérémonie qu'on fait avant de donner le nom. Oui, il y a des noms princiers. Il y a maintenant des noms de clans, comme je l'ai dit. Si c'est un chasseur, si c'est le clan des forgerons, il y a un nom. L'enfant appartient au clan des griots, par exemple. Il y a un nom spécifique qu'on donne aux descendants de ce clan-là. D'accord. Intéressant. Ils sont, vous avez dit tantôt, ils peuvent être visibles et invisibles. Oui, j'ai dit que c'est l'utilisation du pouvoir magique. Voilà. Mais dans la vie, si Bakourégui, à la fin, ne devient pas chasseur, est-ce qu'il doit forcément devenir chasseur comme son père ou comme son aïeux? En tout cas, il appartient à ce clan-là. D'accord. Libre à lui maintenant de choisir d'aller à la chasse ou de ne pas aller. Voilà. D'accord. Et Pascal Sinamberogui, quel est le prénom africain de Pascal Sinamberogui? C'est Béro, Sabi Béro. Sabi Béro, Sinamberogui. On en parlera certainement. Il faut venir avec ça une prochaine fois. On va décortiquer ça. Pas de souci. Merci beaucoup Pascal. Merci pour cette information, cette découverte du prénom Bakourégui. Mesdames et messieurs, Monsieur Sinamberogui, restez avec nous pour découvrir la capture. Très bien. La capture aujourd'hui, comme à l'accoutumée, notre Jennifer Sativi, il met le soin qu'il faut. Jenny, on fait quoi qu'on mange? Aujourd'hui, on va découvrir... Toujours? Non, ne mange pas, on va manger demain. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir? On va découvrir une image parlante
Ah. Voilà, qu'est-ce que vous voyez, Heureuse? Ah ben, attendez, là, c'est une machette, hein? C'est une machette, ça, c'est sûr que c'est une machette. Mais la machette vient faire quoi, là? Bon, on a un couturier qui est en train de coudre, je crois, le client est à côté avec la machette. Il y a certainement une raison... certainement que... Abus de confiance ou manque de confiance? Abus de confiance, clairement. C'est sûr qu'il a tellement faussé le gars. Voilà. Ça, c'est un abus de confiance. Attends, mais il faut le faire. Son habit pour... Oui. Pour un événement. C'est cela. Voilà, parce qu'il a tellement certainement pris son temps, il n'a pas vite livré. Et l'autre, voilà, s'est senti abusé. Donc, il a décidé de prendre les grands moyens. Et effectivement, il est à l'œuvre. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix face à la machette. Mais là encore, ça peut être, moi je peux le dire, que le couturier a certainement donné un prix vraiment élevé. Et là, il n'a pas le choix, il suit le prix que le client donne. Là par contre, ce ne sera pas gentil. Non, mais c'est pas à conseiller, mesdames et messieurs. C'est vrai que les artisans, notamment les couturiers, vous savez, certains artisans ne respectent pas les engagements. Franchement. Donc, il faut le mettre la pression. Est-ce qu'il faut aller à la machette? C'est un moyen extrême. Si c'est ce qu'il faut pour l'obliger à... pourquoi? à livrer la vie. Les couturiers auront une file de clients avec machette. En tout cas. C'est une image pour demander à ces artisans qui se retrouvent dans le cas de prendre conscience. Voilà. Franchement, il nous fausse parfois. vous mettez dans tous les états parce que vous n'avez pas prévu un plan B. Exactement. Ouais. Mais franchement, il ne faudrait pas. Mesdames et messieurs, merci Jennifer pour nous avoir fait rire sur cette belle image. Alors... Instant Éco. Oui, Instant Éco. C'était astuce la fois passée. Oui, c'était l'astuce la dernière fois. Aujourd'hui, c'est Instant Éco. On va vendre quoi ou on va acheter quoi? On va en savoir plus après le jingle. Ah, mais d'accord. Instant Éco, c'est tout de suite et on parle du savon coton. Voilà, c'est un savon qu'on utilise, qui est un savon traditionnel, qu'on utilise à diverses fins et qui est produit au Bénin également, mais dans d'autres régions. Alors, c'est un savon qui est fabriqué à base de débris de régime de palme, de l'huile rouge et de l'eau, parfois de l'huile de coco. Ça dépend de sa consistance. Et le coton ne se retrouve malheureusement plus comme avant dans les ménages avec l'avènement des savons de Marseille et autres, mais certains s'en servent de façon singulière parfois, mais il faut noter quand même que cela entre dans la constitution de certains produits de cosmétiques qu'on utilise de plus en plus en vertu justement de... Le coton? Oui, le coton, dans la fabrication de certains savons, savons bio, voilà, que certaines personnes utilisent, le savon naturel, on ajoute d'autres ingrédients comme le curcuma, le concombre par exemple, du beurre de karité, de l'huile d'olive parfois. Donc là, vous parlez là des savons fabriqués chez nous. Des savons fabriqués chez nous, non pas les trucs importés. Quoi qu'on en retrouve d'un autre type de savon noir, toujours dans des pays arabes comme le Maroc, etc. Sauf qu'il faut ajouter l'huile d'olive. Alors, le savon coton est pour certains un savon purificateur qui permet de maintenir la pureté et la souplesse de la peau. On s'en sert également pour laver les nouveau-nés et les enfants parce que cela permet de préserver l'épiderme de la peau. Au Bénin, le savon est beaucoup plus produit dans le mono et exporté, parfois importé. Le commerce se fait à l'intérieur du pays. Plusieurs vendeurs s'en approvisionnent, notamment dans les grands marchés de grandes villes, et le savon est également exporté. Ce savon est également riche en vitamine E, tout comme le beurre de karité, ce qui est important pour la peau parce qu'on lui attribue des propriétés anti-rides. Les prix varient, nous pouvons en trouver de 100 francs parfois. Seulement? Oui, 100 francs seulement. Ça, ce sont les toutes petites boules. On en retrouve de 500 francs et c'est selon, je le disais, le volume. On peut en retrouver également de 2000 francs et de 3000 francs. C'est au choix, mais c'est un mélange, c'est un savon important dans la cosmétique. Eh bien, il faut dire qu'il y a certaines femmes qui ont adopté ça
même pour la lessive, il paraît que c'est parfait pour les tissus imprimés. Absolument, parce que ça permet aussi de conserver l'éclat. Et certains l'utilisent comme démêlant parfois. Lorsque vous n'avez pas de démêlant, vous pouvez vous en servir. Ça démêle les cheveux très bien. Ah ben, alors là, le coton doit être partout à la maison. Oui, normalement. Eh bien voilà, je crois que ça doit être les boules de 50 francs peut-être. Oui, de 100 francs. Ça, ce sont les boules de 100 francs, oui. Ça va faire son temps. Oui, ça fera, mais c'est sûr que ça... Avant d'aller acheter le savon parfumé. Ou pourquoi ne pas l'adopter carrément? Parce que c'est un savon qui a beaucoup de vertus. Mais quand on voit la texture, la couleur noire, on se dit, celles, je ne suis pas de teint clair, mais celles qui sont de teint clair ne peuvent pas l'utiliser, ça va noircir la peau. Pas du tout, heureuse. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est composé d'huile de palme rouge, de l'eau. Je ne crois pas que l'huile de palme fait du mal à la peau claire. Pas du tout. Ça éclaircit encore plus. Parfois. Donc, du coup, parfois, on vous dit de faire attention lorsque vous utilisez le coton pour ne pas devenir clair après. Bon? Oui. Et voilà, c'est mieux, hein, mesdames et messieurs, ces abonnés aux produits dépigmentants, mieux vaut partir du naturel pour avoir un peu plus d'éclat. Oui. Ah, Jennifer, je vous remercie pour ça. Je vais adopter le coton. Je vous le recommande vivement. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, après Instant Éco, Corélia s'est installée. On l'a dit tantôt, on lui disait, à la fin de l'émission, on va vous retrouver. On le retrouve. Et là, il nous revient encore pour nous faire encore plus sourire. Je souris déjà. N'est-ce pas? Alors, dites-nous tout. On fait comment maintenant? Oui, mais bon, nous allons nous ramener 5 ans en arrière dans mon quartier. Dans votre quartier? Bien sûr, je vivais dans un quartier lacustre pas de Ganvier. De Cotonou, on va dire. Bien sûr. En Cotonou, actuellement, dans il fait beau. Dans une zone marécageuse, certainement. Oui, mais désormais, c'est bien fait. D'accord. Et bravo à ceux qui ont travaillé dans le quartier. Sinon, dans le temps, il avait des manguiers dans ce quartier-là. Vous voyez, et le soir, nous, on essayait de jouer un peu là. Il avait une dame qui vendait souvent de Atcheké, aussi un peu de Atassi. D'accord. On est souvent là. On n'est pas souvent loin de ça. Donc, la dame, elle était un peu âgée déjà. Dans le temps, elle avait une fille qu'on appelle Simone. Simone, elle est claire. Je ne sais pas si c'est le coton. C'est possible. Elle est claire. Quand Simone sort, dans le temps, je n'avais pas encore fêté mes 25 ans, mais j'appréciais quand même Simone. Je voyais, je rêvais sur Simone souvent. D'accord. Mais bon, l'histoire ne se déroule pas, ne s'accentue pas sur moi. D'accord. Il avait un jeune homme du quartier qu'on appelle Michael. D'accord. Donc, Michael aimait beaucoup Simone. Il aime souvent qualifier le derrière de Simone. Donc, quand la maman n'est pas là pour vendre, c'est Simone qui vend en lieu et place. Donc un jour, on sait que normalement tous les samedis, c'est Simone qui est devant la marchandise. L'étalage, d'accord. Donc Michael a l'habitude de passer par derrière. D'accord. Et le jour-là, heureusement pour lui, il avait coupure d'électricité. Oh là là. Il est passé par derrière. Il passe tout le temps derrière et il chante à Simone. Simone est toute contente et il touche un peu. C'est le contrat qui est signé entre les deux. Et personne n'annule ça. Donc, il a pris l'habitude. Mais un samedi, il a eu passation de service entre la mère et sa fille Simone. Donc, c'est la mère qui était là. Et il avait coupure d'électricité. Michael est passé par derrière. Et Michael a commencé par chanter. Si tu me donnes ton derrière, je vais toucher comme un lapin. Tu vas sentir ma main te toucher doucement. Si tu me donnes ton derrière, je vais toucher caca à nos sentiers communs. Il le disait, la mère restait tranquille. La mère dit, bon, donc c'est ce que ma fille vit ici. Donc la mère s'est repositionnée. Et il se disait, oui, il faut que j'aille maintenant au bout de mes idées. Il dit, si tu me donnes ton derrière, je vais le toucher comme un lapin. Tu vas le sentir caca, si tu me donnes ton derrière, je vais le bien toucher. Oh, I love you. I love you. Et la mère regarde Michael. Dit, si tu mourais ce soir,
que diras-tu à Dieu? Ça, c'est une menace. Hein? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Depuis ce temps-là, il n'a plus jamais essayé. Il a quitté le quartier. Ça, c'est clair, quoi. Il a quitté totalement le quartier. Donc, avis à ceux qui passent par derrière. Il peut y avoir changement, il peut y avoir passation de service. Ne passez pas devant. Bien sûr, pour être plus sûr. Ouais. Merci beaucoup, Corelias. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est terminé pour nos Pinden de ce matin. Nous allons prendre congé de vous en vous demandant une nouvelle fois d'esquisser quelques pas de danse sur cette chanson de Nabi. Nabi qui nous faisait danser sur, je dirais, pourquoi un rythme un peu à la camerounaise, je peux le dire, mais c'était quand même intéressant, elle a de l'avenir, on peut le dire. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour nos Pinden de ce jour. On vous remercie pour l'attention, chaque fois renouvelée depuis 6h, 6h30, vous êtes restés avec nous. On se dit ciao, ciao Jennifer. Ciao, ciao et à demain. À demain.